donc le dernier intervenant de ce colloque, Thierry Pardo, qui est chercheur indépendant associé au Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté à l'Université du Québec à Montréal, et qui s'intéresse aux voies d'éducation alternatives et des modes éducatifs qu'il appelle pirates et qu'on peut retrouver sur son blog Une éducation sans école. Et je lui laisse tout de suite la parole donc pour 25 minutes. Merci Thierry. Merci bien. Alors je ne sais pas, vous me dites si la qualité du son ou de l'image, ou en tout cas la qualité globale de la communication est suffisante. Est-ce que ça va? Oui, je ne voudrais pas oui, parler ça 25 minutes. Ça va. Bon. Mais je vais mettre l'écran plus fort. Ouais. Ben merci. Pour faire une petite transition avec l'intervenant juste avant, c'est ça, en 2011, j'avais écrit un livre qui s'appelait la pédagogie de l'ailleurs, et en fait qui parlait de pourquoi voyager avec ses enfants, en fait. Et c'était lié au fait que chaque fois que j'avais trouvé des livres qui parlaient de comment voyager avec vos enfants, ils étaient sur le ton de comment vous débarrasser de vos enfants pendant les vacances, en fait. Donc il y avait toujours allez à tel endroit, il y a un club enfant, allez là, comme ça vous les mettez là le matin à 8h, vous les récupérez le soir à 6, vous êtes tranquille, etc. Et donc c'est une vieille question, en tout cas moi, qui m'interpelle beaucoup, et pour avoir pas mal voyagé avec mes enfants. Donc merci de me recevoir d'aussi loin. Je vous parle donc de Montréal. Je suis désolé pour mon déficit d'accent québécois. Ça fait 25 ans que je vis ici, mais je suis d'origine du sud de la France et ça s'entend encore. Donc, je fais partie des minorités audibles. Je vais essayer de placer 2-3 expressions québécoises quand même au milieu, histoire que vous ne soyez pas complètement déçus. Je vais également essayer de ne pas trop faire de redites par rapport à quand j'ai vu la qualité et la quantité des intervenants. J'espère que je ne vais pas finir ce colloque en redisant ce que vous avez déjà entendu. Donc, coupez-moi si c'est le cas. On va continuer à parler de management, en fait, si on suit l'intervenant précédent. Parce que évidemment les écoles, on va parler des écoles, et les écoles ne sont pas hors société, hein, elles existent dans le cadre de la société, donc elles en subissent tous les soubresauts, toutes les tendances et toutes les façons, y compris d'être géré, d'être managé, etc. Donc les écoles, on peut, je dis les écoles, mais vous allez voir que c'est très facilement transposable dans les familles. Mais en tout cas, les écoles ont cette espèce de paradoxe qui n'est pas possible de résoudre, hein, qui est incompressible, qui est de toujours dire à un enfant, quelle que soit la pédagogie, quelle que soit, c'est toujours de dire assieds-toi, écoute bien, je vais t'émanciper. Voilà. Et ça, peu importe les qualités humaines de la personne, peu importe. Or, évidemment, on sait très bien que, vous l'avez sûrement déjà noté, qu'on ne peut pas émanciper grand monde à part soi-même. Donc, c'est pas un verbe qui s'applique aux autres, qui s'applique à soi-même. On s'émancipe, mais on n'émancipe pas quelqu'un, même s'il s'agit de lâcher la main dans le cadre des relations esclavagistes. C'était ça l'origine du mot émanciper. Voilà. Alors, tout le monde est mal à l'aise avec cette affaire-là, hein, de dire assieds-toi, tais-toi, écoute bien parce que tu seras noté là-dessus, je vais te libérer, t'autonomiser, t'émanciper et tout ce qu'on voit. Quoi. Et donc les profs, hein, les premiers, y compris, savent hein, qu'ils sont dans ce paradoxe. Alors, et comme je vous dis, moi j'attaque personne, hein, je veux dire, ça n'enlève pas les qualités humaines des gens, mais simplement, ben voilà, j'ai tous les jours à composer avec cette espèce de paradoxe de te mettre dans un environnement contraignant sous prétexte de te libérer. Quoi, voilà. Alors, comme d'un point de vue psychanalytique, c'est pas évident de vivre avec tout ça, on va invisibiliser en fait ce paradoxe. On va essayer de gommer les intérêts contradictoires. Donc, par exemple, on va prendre les grands classiques, on va dire, bon, l'enfant est au cœur
du système. L'enfant est au cœur du dispositif d'enseignement. L'enfant est au cœur. Retenez bien, l'enfant est au cœur. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et évidemment, ça invisibilise complètement l'idée que tous les profs le savent, ils sont dans un système hiérarchique, d'accord. Eux, ils ont une hiérarchie, ils ont des gens qui leur tapent dessus, ils ont des contraintes, et on se demanderait par quel miracle l'enfant, lui, ne ferait pas partie de cette hiérarchie, évidemment. Ça va, le micro, il coupe de temps en temps, ou est-ce que c'est moi? Non, ça coupe pas? Bon, ok. Ça marche. Et voilà, alors, par exemple, évidemment, vous pouvez toujours faire le test, demander est-ce qu'un enfant peut punir ou exclure un professeur? Non. Mais est-ce qu'un professeur peut punir ou exclure un enfant? Oui. Donc, je veux dire, voilà, donc c'est un système hiérarchique. Prenez-le par le bout que vous voulez. Vous pouvez faire un autre test qui est rigolo. Moi, je le fais régulièrement quand je suis convoqué à l'école de mes enfants, école alternative et tout ça. C'est que quand vous arrivez dans le bureau, vous avez la directrice ou le directeur qui a sa chaise à 1 000 $, le grand fauteuil en cuir, etc. Son bureau en acajou avec l'ordinateur, ses dossiers, etc. Et vous arrivez, vous avez la chaise en plastoc avec la planche où vous pouvez pas mettre les genoux. Vous voyez, vous connaissez ça, vous avez déjà vécu. Donc, alors, vous pouvez demander à la directrice en face de vous, vous dites, voilà, le temps de l'entrevue, est-ce qu'on pourrait échanger de place? Moi, je prends la chaise à 1 000 $ et vous prenez la chaise en plastoc. Et vous voyez, c'est rare qu'ils acceptent. Hein, ils acceptent pas d'habitude, simplement parce que, voilà, on est dans un espace qui est hiérarchisé. Voilà. Alors, je vous raconte pas quand c'est un enfant, vous voyez, qui rentre là. Alors, ils ont beau avoir, bon, tout un vocabulaire, on va le voir tout de suite après, hein, de compromis, etc., etc. Ah, je vous raconte cette anecdote-là. Mon fils avait fait 10 fois dans le bureau du directeur. Donc, il m'avait dit, ça y est, mes objectifs sont atteints. Maintenant, c'est juste pour le fun. Quoi. Donc, une fois, il sort du bureau du directeur et je lui dis, mais comment ça s'est passé? Il me dit, oh, ben, il m'a pris pour une con tout le long. Quoi. Il avait 12 ans, hein, il disait déjà des gros mots. Quoi. Alors j'ai dit, mais comment ça? Mais il me dit, tu sais, on va faire un compromis, on va faire un bout de chemin, tu vas faire un pas, je vais faire un pas, puis on va voir comment on va pouvoir faire ensemble. Il dit, mais sauf que j'ai aucun pouvoir, donc comment est-ce qu'on pourrait négocier quoi que ce soit, vu que c'est lui qui a le gros bout du bateau. Il m'a dit que je passerais des expressions québécoises. Et alors, il dit, mais la prochaine fois, je sais ce que je vais faire. Donc, quand il a été convoqué, il est arrivé, il a mis les 2 pieds sur la table, sur le bureau du directeur, comme ça. Et puis, le directeur s'est offusqué, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, ah, on n'a pas le droit, on ne peut pas faire ça. Écoutez, on va faire chacun son bout de chemin, vous allez faire, bon, je vais en mettre qu'un. Et voilà. Et c'était juste pour... oui, ils sont formés, mes enfants. Donc, en fait, c'était juste pour démontrer qu'en fait, c'est du pipeau, en fait, ce vocabulaire-là. Voilà. Bon. Ah oui, un autre point qu'on voit très régulièrement dans les écoles, c'est quand on dit, vous savez, ah oui, notre école, écoutez, c'est formidable, parce que dans la classe de Madame Isabelle, ils sont partis 3 jours faire du cheval. Dans la classe de Madame Catherine, ils ont travaillé avec le musée des beaux-arts de la ville. Dans la classe de Monsieur Olivier, ils ont travaillé avec un architecte paysagiste pour refaire la cour et verdir la cour, etc. Vous inscrivez votre enfant là-dedans, vous dites, wow, c'est formidable, cette école, ils n'arrêtent pas, quoi. Mais en fait, quand vous regardez, c'était 3 jours dans la classe de Madame Isabelle, 3 jours de Madame Christine, 3 jours dans la classe de Monsieur Olivier. Mais en fait, sur 250 jours de classe, finalement, les enfants, vous savez, c'est pas les mêmes qui ont fait le projet avec eux, mais sauf que dit comme ça fait une espèce de liste qui invisibilise le fait, l'assignation à la chaise en classe, en fait. On dirait que ça se cumule, mais ça se cumule pas. Ça a duré 3 jours. Les 247 autres jours, ils étaient assis en classe pour les enfants. D'accord? Donc voilà, ça, c'est des processus qui... Et alors, le meilleur qu'on retrouve partout, notamment dans les écoles alternatives, c'est qu'on vous dit, mais vous savez que dans notre école, les enfants peuvent faire leurs projets. Alors, la question que vous devez poser immédiatement, c'est est-ce qu'ils peuvent ne pas en faire? Parce que si ils peuvent pas ne pas en faire, alors c'est pas qu'ils peuvent faire leur projet, c'est qu'ils doivent faire leur projet.
Ce qui n'est pas du tout la même chose, en fait. Donc, c'est une nouvelle façon de donner des devoirs. Mais tous les professeurs qui s'enorgueillissent d'avoir des méthodes un peu ouvertes, un peu alternatives, etc., ne vous diront jamais les enfants doivent faire leur projet. Ils disent les enfants peuvent faire leur projet. Vous voyez, c'est une petite, un petit glissement de vocabulaire, mais qui est quand même intéressant. Oui. Ça va, vous me suivez toujours? Oui. Alors, je ne sais pas, oui, chez vous, il est déjà 5 heures passé. On peut donc passer le point Godwin. Le management, en fait, n'est pas totalement étranger au nazisme. J'y vais fort direct. C'est pas moi qui le dis, c'est le spécialiste de ces questions-là qui est Joan Chapoutot. Je ne sais pas si vous voyez, il a écrit un livre qui s'appelle Libre d'obéir. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là. Mais en tout cas, c'est un livre qui est formidable et qui nous explique, je vous fais un petit résumé, qui nous explique qu'un monsieur qui s'appelait Reinhard Heine était un cadre du Troisième Reich, etc. Et que, bon, il explique que, vous savez pas, mais vous savez, Hitler détestait l'État. D'accord? C'était ein Reich, ein Volk, ein Führer. Il n'y a pas d'État là-dedans. Il y avait un peuple, un empire, etc. Mais il n'y avait pas d'État. Et donc, Hitler fonctionnait par agence. Si ça fait écho à des trucs que vous connaissez. Voilà. Et il les mettait en concurrence en espérant que chacun atteigne ses objectifs. Mais peu importe la façon dont il s'y prenait. Donc, on connaît l'exemple des SA et des SS, etc., etc. Donc, on va créer des entités, on va créer des agences qu'on va mettre en concurrence. Et donc, débrouillez-vous comme vous voulez, mais il faut que le truc soit fait. Et ça a quand même marché d'un point de vue militaire, pendant un certain temps, du moins. Quand, finalement, à la fin de la guerre, ce monsieur Heine a créé une école de management. Et lui avait retenu cette affaire-là en disant, en fait, si on prend des gens, qu'on les met en concurrence et qu'on leur demande de se débrouiller pour faire les objectifs qu'on leur a fixés, eh bien, les gens sont beaucoup plus efficaces. Et il va former, d'après toujours M. Chapoutot, il va former, que je ne dise pas de bêtises, 600 000 cadres des grandes entreprises allemandes et internationales. Parce qu'en plus, il a œuvré, il est mort en 2000, ce monsieur-là. Donc, il y avait aussi 100 000 étudiants en ligne, etc. Donc, il a formé des centaines de milliers de personnes dans le management, sans compter tous les livres qu'il a écrits, etc., etc. Et alors, ce qu'il nous explique là-dedans, c'est que, vous allez voir, je finis la boucle avec les écoles, ce qu'il nous explique là-dedans, c'est qu'il y a une méthode qui est géniale pour pouvoir faire travailler les gens pour qu'ils soient libres d'obéir, c'est de leur donner toutes les responsabilités et aucun pouvoir. C'est ce qu'on appelle, en fait, dans la vie courante, le chargé de projet. Oui. Le chargé de projet, on lui donne des échéances, on lui donne un budget, on lui donne des résultats à atteindre, et après, tu es chargé de projet. Alors, si tu les as atteints, eh ben, écoute, tant mieux, parce que c'est ça qu'on te demandait. Si tu les as pas atteints, c'est toi qui es incompétent. Donc, la façon de fonctionner par projet dans les écoles indique que, justement, c'est la nouvelle façon de nommer les devoirs, en fait. Voilà, on ne te donne plus de devoirs, on te dit que tu peux faire ton projet. Évidemment, on l'a vu, tu dois faire ton projet, et c'est la dernière façon dont tu vas pouvoir contrôler. Alors, est-ce que tu as fixé les objectifs? Est-ce que tu en es dans ton échéancier? Est-ce que tu vas, c'est quoi tes résultats? Donc, en fait, tout est contrôlé. C'est un devoir, en fait. Mais le mot projet, vous savez, en tant qu'adulte, on ne s'en rend pas compte parce que nous, le mot projet, on l'utilise pour des choses qu'on a décidé de faire. Des projets d'enfants, des projets de maison, des projets de voyage, duquel on peut toujours débarquer. On a un projet de voyage, mais ça ne se fait pas, écoutez, ça ne se fait pas. On avait pour projet de rénover la salle de bain, mais écoutez, si on n'a pas les moyens cette année, on le fera l'an prochain, etc. Donc là, ça a une connotation extrêmement positive, cette logique de projet. Parce qu'on a l'impression qu'on a le choix de le faire ou pas. Alors que là, évidemment, les enfants, eux, à l'école, sont non seulement obligés de les faire, et ils sont encadrés de très très près, avec des suivis de projets très minutieux, avec des rencontres toutes les semaines pour savoir où tu en es de ton projet. Alors, donc là, je vous parle en connaissance de cause, parce que les enfants vont passer, on fait beaucoup d'IEF, mais on est passé par des écoles alternatives aussi, et donc c'est un processus, tous les mois, il y a voilà, où en est l'avancement des projets, etc. Donc c'est vraiment une forme de contrôle,
mais évidemment avec cette couleur managériale qui fait qu'on a l'impression qu'on n'a plus besoin de hurler une autorité. Les gens font ça parce que c'est eux qui l'ont décidé. Donc voilà. Et ça, c'est génial parce que quand les gens se sentent investis là-dedans, même si c'est une entourloupe, on vient de le voir, eh ben, on a l'impression que ça marche mieux. Et en tout cas, on va supprimer la possibilité de se rebeller, en fait, tout simplement. Parce que contre un ordre, contre quelque chose qui nous est imposé, ben, on se rebelle. Mais contre quelque chose qu'on a choisi nous-mêmes, notre projet, etc., ben, d'ailleurs, c'est notre projet. Si ça vous rappelle quelqu'un, voilà. Eh ben c'est ça. On va vraiment faire en sorte que finalement il n'y a pas besoin de manifester contre ça, puisque c'est notre projet. Voilà. Il y a quelque chose qui est assez. J'ai l'impression d'exagérer, c'est que finalement je noircis le tableau, que les enfants ils sont quand même contents de se lancer dans des travaux en équipe, etc., etc. Mais je vous ai, je vais vous la lire parce que les moyens techniques font que je vais vous la lire. Mais imaginez que je sois un directeur d'école et je fais une lettre aux parents. Et dans cette lettre aux parents, ce que je veux dire, le fond de ce que je veux dire, c'est que quand les enfants se déplacent pour la récréation, c'est le bordel, et que j'en ai marre, et que donc, à partir de maintenant, on va marcher en rang et en silence. On va marcher au pas, façon militaire, en rang et en silence. Ça, c'est ce que j'ai à dire. D'accord ? Sauf qu'évidemment, vous voyez, avec tout ce qu'on vient de dire, qu'il faut invisibiliser les relations de pouvoir, on va avoir des mots interdits, d'accord ? Donc des mots comme hiérarchie, consigne, devoir, punition, contrainte, obéissance, pouvoir. Tout ça, ce seront des mots qu'on ne peut plus utiliser parce qu'évidemment, sinon on va être très vite démasqué. Donc, on va essayer de faire une lettre de 10 lignes à peu près, dans lequel les seuls mots qui seront autorisés seront assemblée d'enfants, souhait, cohérence, calme, respect, proposition, réflexion, participation, solution, collaboration, meilleur vivre ensemble, communauté éducative, coéducateur, etc., etc. Alors là, vous dites, mais c'est impossible, vous voyez, si je vous donne ça comme devoir là, à faire, je me prends pour un prof, de dire, voilà, faites-moi une lettre dans laquelle on a des mots interdits et les mots obligatoires pour dire que, en gros, bon, les enfants, marchez en rang et fermez vos gueules. Vous voyez, en gros, c'est ça que je veux dire, mais il faut que je le dise, voilà. Alors, ce que je vais vous lire là, je vous jure que c'est vrai, sinon ça n'aura aucun intérêt, est une vraie lettre qui a été écrite par quelqu'un dont je tairai le nom par charité chrétienne, et qui était le directeur d'une école alternative où étaient mes enfants. D'accord ? Ça dure 10 lignes. Vous êtes prêts ? Attention. L'an dernier, lors de nos assemblées d'enfants, plusieurs d'entre eux avaient exprimé le souhait d'être plus encadrés. Alors, je m'arrête sur cette phrase quand même. Lors des assemblées d'enfants, plusieurs d'entre eux avaient exprimé le souhait d'être plus encadrés, d'avoir des limites claires et que les adultes fassent preuve de plus de cohérence dans les interventions à leur égard. Oui, donc ça, c'est les enfants. Je vais aller voir les adultes pour leur dire ça serait bien qu'on soit plus encadré, qu'on ait plus de limites. Voilà. Alors, cela a été nommé à nouveau cette année, particulièrement en lien avec les déplacements dans l'école, le calme, la propreté et le respect. Une première proposition venue des enfants a été adoptée à la majorité lors de notre dernière assemblée des enfants. Nous passerons à des déplacements en rang et en silence pour les entrées et sorties de récréation. Afin d'avoir un climat plus agréable pour tous dans l'école et d'assurer que tout enfant et adulte ait le respect auquel il a le droit, d'autres changements viendront sûrement. Entre autres, vous serez convoqués sous peu à une soirée de réflexion
sur ce sujet qui aura lieu vers la fin du mois de janvier. Comme parent co-éducateur, votre participation à la recherche de solutions et votre collaboration pour les mettre en place seront garantes du succès de nos démarches et d'un meilleur vivre ensemble pour notre communauté éducative. Écoutez, chapeau l'artiste, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, le gars, en gros, il vous dit maintenant, pour sortir à la création, c'est en rang et vos gueules. Mais il n'y a pas un mot qui fâche. Alors, comment on lutte contre ça? Vous voyez, c'est quand même... c'est beau quand même, vous voyez. Voilà. Et donc là, on est au cœur, si vous voulez, de cette entourloupe, finalement, qu'on essaye. Une autre façon, s'il me reste quelques minutes, une autre façon, et ça c'est plus connu, et sûrement vous l'avez entendu durant le week-end, c'est même pas le week-end, durant en tout cas le colloque, c'est quand on va parler pour un meilleur apprentissage. C'est-à-dire que là, ce qu'on va invisibiliser, c'est la différence entre enseignement et apprentissage. Par exemple, on va vous dire, pour garantir la qualité de l'apprentissage, les enfants devront arriver à l'heure. Vous voyez ? Alors, en fait, ce que ça va garantir, c'est la qualité, en tout cas le bon déroulement de l'enseignement, pas sa qualité, mais de l'enseignement. Je comprends qu'un prof qui a préparé son truc, qui distribue des papiers, on va faire travailler sur... C'est quand même bien pratique que tout le monde arrive à l'heure. Mais pour paraphraser François Bégodeau, ça veut dire qu'on ne sait pas, on fait semblant de ne pas savoir sur quelle guerre repose notre paix. Vous comprenez ? Parce que pour que chaque enfant soit à l'heure, alors ça veut dire que dans les familles, c'est allez, debout, lève-toi, dépêche-toi, finis tes céréales, allez, habille-toi, t'es pas encore habillé, allez, monte dans la voiture, on va être en retard, et comment tu conduis, toi, tu vois, machin, etc. Et là, une fois que ça c'est vécu dans chacune des 30 familles qui vous amènent à l'enfant, là vous dites pour la qualité de l'apprentissage, vous comprenez ? Alors qu'en fait, ce qui garantirait la qualité de l'apprentissage, c'est qu'un enfant dorme quand il a sommeil et qu'il arrive au moment d'apprendre en ayant pu dormir autant que ce qu'il avait besoin. Ça garantit vraiment la qualité de l'apprentissage. La qualité, en tout cas, du dispositif d'enseignement, c'est autre chose. Et on ne nie pas que l'enseignant a des besoins. Il n'y a aucun problème. Hein. L'enseignant a des besoins. On ne pourra pas dire le contraire. Mais l'enfant aussi. Et parfois, ces besoins convergent. Par exemple, je ne sais pas moi, que l'air de la classe ne soit pas pollué. Ça, tout le monde est content. Mais des fois, ces besoins ne convergent pas et ils sont même contradictoires. Et que les besoins des uns, viennent un peu comme dans les syndicats, etc., viennent à l'encontre des besoins des autres. Donc, arriver à l'heure, par exemple, c'est typiquement ne pas manger en classe. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai toujours eu faim en classe, j'ai toujours mangé en classe. Bon, mais j'avais pas le droit, je me faisais punir, etc. Mais moi, j'avais faim, tu vois, c'est un besoin physiologique, je faisais pas... Et on me disait, mais t'avais qu'à déjeuner. Mais oui, mais j'avais pas faim, tu vois. Donc, et c'est quoi le truc? C'est non seulement on n'a pas respecté mes besoins en termes de sommeil, mais en plus, on n'a pas respecté mes besoins en termes d'alimentation, en fait. Et ça, c'était dit, bon, pour le respect, pour nanana, pour l'hygiène, vous savez, l'hygiène et sécurité, les deux dictateurs de la classe et de la cour d'école. Et donc voilà, on va donc invisibiliser la différence qu'il va y avoir entre apprentissage et enseignement. Peut-être que vous avez déjà eu des communications autour de ces choses-là. Non, hein? Ah bon, ben alors, je peux continuer un peu là-dedans, mais ça c'est le grand classique. C'est-à-dire confondre enseignement et apprentissage, c'est le grand classique. Alors qu'évidemment, ce sont deux phénomènes, deux dispositifs, deux forces de la nature qui sont complètement différentes, qui vont parfois dans le même sens quand c'est à la demande de l'apprenant, mais qui sont souvent opposés quand c'est à l'exigence de l'appreneur. Donc, à partir du moment où on va forcer un apprentissage, on apprend qu'on est forcé à apprendre, mais on n'apprend pas forcément ce qu'on souhaitait nous apprendre, etc. Donc ces différences-là, prenez tous les textes ministériels, tous les textes académiques, etc. À chaque phrase, vous allez trouver une confusion entre enseignement et apprentissage. Voilà.
Donc, un peu comme si c'était la même chose, et que une fois qu'on est convaincu que l'apprentissage est le résultat de l'enseignement, forcément des meilleures qualités d'enseignement favorisent une qualité d'apprentissage. Ce qui est évidemment tout le monde. Personne ne fonctionne comme ça, en fait, à part à l'école. Personne. Vous voyez, je vais prendre un exemple tout bête. Vous venez me voir à Montréal. Bon, voilà, vous débarquez à l'aéroport, je viens vous chercher à l'aéroport. Je vous amène chez moi, je vous installe dans une pièce avec un bureau, un ordinateur, un écran. Là, je vous fais un PowerPoint et je vous explique, voilà, Montréal a été fondé, nana, Champlain, Jacques Cartier, tout ça. Voilà, les autochtones, nana, voilà, bon, la mer de Champlain, le socle minéral. Et je vous fais une semaine de cours. Je veux dire, là, vous allez pouvoir, si vous voulez, vous pouvez faire votre projet. Alors là, vous allez faire un projet sur la gestion de l'eau à Montréal ou je sais pas quoi. Et puis, vous allez présenter vos trucs, vous allez faire vos recherches documentaires, vous allez présenter votre PowerPoint en fin de semaine, et je vous raccompagne à l'aéroport en disant « Alors, Montréal, ça t'a plu ?» Et vous aurez envie de me tirer dessus, en fait. Tout simplement parce que c'est pas du tout ça que vous étiez venu vivre. C'est pas comme ça que vous apprenez. En fait, vous allez repartir de là, et ce qui s'est passé, alors que j'aurais mis en place tout le dispositif d'enseignement avec les nouvelles technologies, avec tout ce que vous voulez, vous allez repartir de là en vous disant « mais je ne connais rien de Montréal, je n'ai rien vu, je n'ai rien appris, c'est comme si j'avais pas fait mon voyage en fait. » Alors que j'aurais mis en place tout le dispositif nécessaire à l'enseignement qui est mis tous les jours dans toutes les écoles du monde. Et là, on voit très bien que enseignement et apprentissage sont deux choses complètement différentes. Donc tout le monde enseigne comme ça, mais personne ne veut apprendre comme ça. Il est là le problème, quoi. Et alors le fait d'invisibiliser cette différence-là, eh bien, autorise tous les abus, parce que sous prétexte d'enseignement, enfin sous prétexte d'apprentissage, je vais pouvoir t'imposer mon enseignement. Voilà. Donc, et tout ça, eh bien, écoutez, ça a des origines managériales parce que c'est ce qu'on va retrouver dans les entreprises. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui se fait virer. Vous le savez, aujourd'hui, on est dans un plan de sauvegarde de l'emploi. Vous savez, c'est officiellement en France, c'est comme ça qu'ils disent. Alors, par exemple, les mots hiérarchie non plus n'existent plus, d'accord ? Voilà, dans les entreprises et dans les écoles. Hein. Dans les écoles, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de discipline non plus dans les écoles. Il n'y a plus que du vivre ensemble. Vous savez. Excusez-moi. À l'école alternative où étaient les enfants. Excusez-moi Thierry, il y a quelques années. Il m'entend pas. Ils disaient alors nous on met pas de notes. Non parce que nous c'est alternatif. Donc vous savez qu'en Amérique du Nord on parle des notes. Ah, c'est fini. Oui. Ouais, je finis. Et donc on parle des notes A, B, C, D. Vous savez c'est comme ça le système de notation en Amérique. Et il dit, bah alors nous, on est au-delà de ça. Notre notation, c'est nord, sud, est, ouest. Oui. Donc l'école s'appelait Rose des Vents. Oui. Bon, bref, c'est rigolo, mais voilà, ça fait tout ça pour vous dire qu'on n'échappe pas à ça et on se fait avoir nous. On se fait avoir si on ne fait pas attention. Donc je finirai simplement en disant que là où la domination finalement, la domination réussit à s'insinuer par tous les stratagèmes du management, y compris dans les écoles, et c'est à nous de veiller à y faire attention, quoi. Voilà, c'était ça un petit peu le message. Merci. Voilà. Merci.